Il est 7h58. À 3 mètres de vous, un kamikaze, un deuxième kamikaze, déclenche sa ceinture explosive. En P3, nous accueillerons notre terrien du samedi soir, Walter Benjamin. C'est l'histoire d'un juif grièvement blessé par un kamikaze qui s'est fait exploser à quelques mètres de lui à l'aéroport de Bruxelles et qui est sauvé par un musulman. Walter Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes belge? Oui, Vous êtes juif? En plus. Vous étiez à l'aéroport de Bruxelles lorsque le 22 mars 2016, un kamikaze s'est fait exploser à quelques mètres de vous, violemment projeté en arrière. Vous découvrez que vous avez perdu une jambe. Les secours tardent. Heureusement, un homme s'occupe de vous. Il est électricien, il est musulman. Il s'appelle Hassan. Il va devenir votre ami. Dans La mort en face, publié aux éditions du Rocher, vous livrez le récit de votre reconstruction physique, bien sûr, mais aussi mentale. Et vous racontez votre rencontre avec la jeunesse de Molenbeek. Walter Benjamin, vous êtes né le 3 octobre 1968 à Bruxelles. Vous grandissez à Uccle, qui est la banlieue huppée de Bruxelles, où vont tous les Français qui veulent payer moins d'impôts. La famille est assez peu pratiquante. C'est pas le truc chez vous, hein? Non, je suis d'abord européen. Je veux dire, je me définis plutôt au niveau de mon judaïsme. Pour moi, c'est plus une culture. C'est un héritage et je le vois comme ça. En 1981, vous avez 13 ans. Le jour de votre bar mitzvah, votre grand-mère, qui s'appelle Omi, sort d'une boîte à cigares une étoile jaune sur laquelle est écrit Youd. Elle, qui avait toujours refusé de vous parler de son numéro sur le bras, se confie enfin à vous. Et là, vous réalisez, pour la première fois finalement, l'existence de la Shoah. Exactement. Oui. Pour moi, ça a été un choc. Mais comme parfois on entendait à la télévision certaines personnes qui disaient que ça n'avait pas existé, que voilà, c'est des gens qui avaient fabriqué l'histoire, j'ai vu de visu que c'était vrai. Votre père, lui, est né en 1940 et il a passé les 5 années de la guerre dans une cave. Il n'a vu le jour qu'en 1945, votre père. Oui. Votre mère, elle, fait partie de ces juifs qui habitaient en Égypte. Oui. Et qui ont été chassés par Nasser en 1956. Il a décidé donc de mettre tout ce qui n'était pas égyptien dehors. Donc elle se retrouve, oui, comme bon nombre de ressortissants, orphelines de son pays, qui finalement était l'Égypte. Elle se retrouve en France et puis à Bruxelles. Alors vous faites vos études à l'Athénée Royal, donc qui est une école publique. Vous n'avez pas été envoyé dans une école juive, ce qui est très bien. Ça a été un bonheur. J'ai découvert un autre monde. Et puis, on m'a appris dans cette école aussi à avoir l'esprit critique. Voilà. Alors, après votre service militaire, vous vous lancez dans la photographie. Oui. Et votre père désapprouve ce choix parce que pour lui, les artistes sont des ratés. Hein. Il n'y a pas de... Effectivement. Ouais. C'est un professeur d'université, donc il avait une autre vision de Bien sûr. La chose. Bien sûr. Alors, vous partez en Israël et au retour, vous devenez coach dans une agence matrimoniale, puis directeur de cette agence. Et là, le mardi 22 mars 2016, votre vie va basculer. D'abord, vous vous réveillez à 4h15 du matin, vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes excité à l'idée d'aller retrouver votre fille, Morane, qui a 17 ans et qui habite en Israël depuis 5 ans avec Dalia, sa maman. Vous deviez partir le 17, mais vous avez repoussé jusqu'au 22, compte tenu des vacances de votre fille Morane, en fait. À l'aéroport, vous vous apprêtez à prendre le couloir 4 pour embarquer pour Tel Aviv, quand soudain, une énorme explosion retentit.
Au départ, vous pensez à un connard qui joue avec un pétard, quoi. Vous réalisez pas ce qui se passe. Il est 7h58. À 3 mètres de vous, un kamikaze, un deuxième kamikaze, déclenche sa ceinture explosive. Vous entendez un son strident. Vous êtes projeté en arrière et vous vous retrouvez assis par terre. L'homme à côté de vous n'a plus de tête. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Balper? Ma vie est finie, elle est détruite. J'avais encore les yeux ouverts, mais pour moi, ma vie était finie. Je sentais que la mort était en train de m'appeler. Elle me disait « Viens vers moi ». Mais j'avais constamment l'image de ma fille devant moi. Je me disais « Je ne peux pas la laisser. J'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de la voir s'épanouir, se marier, avoir des enfants. » Pour moi, c'était inconcevable de m'endormir. J'ai dit non, ils vont pas m'avoir. Alors là, vous réalisez que vous avez perdu la jambe droite, qu'il y a un trou dans la jambe gauche. Et autour de vous, c'est la guerre. C'est un paysage de guerre. Une scène de guerre. Une femme qui sort de l'aéroport est coupée en deux par une vitre qui tombe du mur d'enceinte. Le visage de votre fille vous obsède. Il est 8h13. Il n'y a toujours pas de secours. Non. Vous êtes là avec votre jambe en moins, votre trou dans la jambe gauche. Tout ça autour de vous, mais personne ne vient vous aider. Non, personne. Il y avait un silence. Il n'y avait pas de cris. On entendait des... Oui, c'était le grand silence. Un homme, enfin, vous vient en aide. Il s'appelle Hassan. Il est électricien à l'aéroport. Il vous serre dans ses bras. Vous avez mal. Vous avez peur. Vous vous dites, j'ouvrirai jamais mon agence matrimoniale à New York et je n'irai pas voir, contrairement à ce que j'ai envisagé, Moran tous les mois en Israël. Ce Hassan, pourquoi est-ce qu'il vous choisit, vous? Pourquoi? Il ne m'a pas choisi à moi, c'est-à-dire qu'il était 50 mètres en arrière de moi. Autour de moi, ce n'était que de la désolation. Des cadavres, des gens brûlés. Cet homme à côté de moi, sans tête. Il y avait une autre dame d'origine suédoise qui était morte, inerte. Hassan, en fait, m'a raconté ensuite que c'était comme une scène et j'étais au milieu, le seul vivant. Il a enjambé les corps. Il est venu à côté de moi. Il a simplement voulu aider un être humain. Ouais. Et donc là, il me tend le portable, il me dit, est-ce que tu veux appeler quelqu'un de ta famille? Un militaire s'approche enfin, il vous fait un garrot avec un câble au-dessus du genou, parce que la jambe que vous avez perdue, c'est le bas de la jambe. Les pompiers arrivent à 8h35, 37 minutes après l'explosion. Oui, et d'ailleurs, il n'y avait qu'un pompier avec un brancard. Et en fait, tout seul, il n'aurait pas pu me transporter. Et c'est Hassan qui l'a aidé avec toute sa force à me transporter en dehors du terminal. Ouais. Le lendemain, vous reprenez vos esprits à l'hôpital. L'infirmière vous débriefe sur votre état. Ils vous disent qu'ils ont retiré plusieurs clous de votre tête, parce que dans ces bombes, il y a des clous. Il avait des clous dans la tête. On vous a recousu une blessure au torse. Ici, en fait. Ici. Oui. Alors, une jambe est dans un sale état et l'autre jambe a été amputée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette infirmière vous dit « Tu vas remarcher, Jungen ». Ça veut dire « mon gars », en flamand, j'imagine. Oui. Et elle vous dit « Aujourd'hui, t'en fais pas, on fait des prothèses très modernes ». C'est extraordinaire, ça. Oui, elle a encore de l'humour. Elle a été comme une maman, en fait. Je pense que l'attentat a changé le cours des événements. Les gens se sont sentis tellement atteints dans leur chair. Ouais. C'était toute la Belgique qu'on attaquait. Alors évidemment, vous êtes très épuisé, vous vous rendormez, et quand vous vous réveillez, Louis, l'ambulancier qui s'est occupé de vous, est à vos côtés. Il veut prendre de vos nouvelles. Oui. Il a tout fait dans l'ambulance pour que je ne m'endorme pas. Bah oui. Il était prêt, il m'a dit ensuite, il me l'a raconté, il m'a dit j'étais prêt à brûler le moteur de l'ambulance pour que tu arrives vivant à l'hôpital.
Alors, il vous dit que les autorités avaient été prévenues à plusieurs reprises de la nécessité de sécuriser cet aéroport sans résultat. C'est ça qui est terrible dans votre histoire. Oui. Là, vous éprouvez de la colère, évidemment, contre les terroristes, mais aussi contre les autorités belges, mais ce serait pareil avec les autorités françaises. L'ancien maire de Molenbeek, par exemple, par ambition personnelle, a laissé les islamistes radicaux s'installer à Molenbeek. Il y a une complicité, des fois politique, c'est le cas en France aussi. Vous en voulez aux autorités belges à ce moment-là? Énormément, parce que cet homme a fait de Molenbeek ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, il y a des anciens reportages qui sont toujours visibles où des habitants de Molenbeek, de confession musulmane, le critiquent Ouais. ouvertement. Ouais. Ici la voix. Oui. Thierry, je ne vois pas bien arriver l'effet comique. Je finis par me demander s'il y en a un. Je t'adore. Là, en surfant sur Facebook, vous tombez par hasard sur une photo du roi Philippe et de la reine Mathilde. Qui est revenu. Oui. Et vous décidez de leur laisser un petit mot sur leur page officielle. La royauté, pour vous, c'est important. C'est-à-dire que vous pensez que la Belgique est tellement un pays zarbi avec des tas de gens de tous les sens que heureusement qu'il y a un roi au-dessus de ça pour fédérer toutes ces populations. Et vous avez raison. Donc vous faites un petit mot sur la page officielle. Qu'est-ce que vous mettez dans ce petit mot? Que s'ils lisent mon petit mot, eh bien, qu'ils passent me dire bonjour. Et ce jour-là, la famille royale est attablée chez Siska, qui est un célèbre gaufrier de Knokke-le-Zout, et un ami à vous, Alain, arrive à passer tous les barrages. Oui. Il va vers le couple royal et il leur montre ce que vous avez écrit. Et la reine dit « Appelez ce monsieur, je veux lui parler ». Voilà. Le roi vous appelle à l'hôpital. Et le 29 mars 2016, c'est-à-dire 7 jours après l'attentat, le couple royal vous rend visite à l'hôpital. C'est exact. Ça s'est passé comment, Walter? Tout naturellement. D'abord, c'était pas prévu qu'ils viennent ce jour-là. Et on est venu m'avertir, le roi arrive. Donc, on m'a vite rasé, lavé, on m'a préparé. Et puis, le roi est entré dans la chambre et j'ai dit, tiens, voilà Flupke. Ça veut dire Philippe en flamand. Ouais, Et il a souri. ouais. Et puis, la reine est rentrée. Ils ont fermé la porte. Il n'était pas question que des médias soient là. C'était vraiment une rencontre informelle et privée. Ils avaient été très touchés par mon message sur Facebook. Et on a discuté. Ils ont été très à l'écoute, autant lui que elle. Elle m'a posé beaucoup de questions sur ma fille. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que depuis 2 ans, je me sens, les victimes se sentent, on se sent abandonné. Bien sûr. On ne sait plus quel citoyen on est. Bien sûr. Alors vous dites au roi et à la reine que vous craignez une guerre civile. Oui. Parce que j'ai dit au roi, j'ai pris sa main, j'ai dit, Mon Altesse, on rigole plus maintenant. Si demain des terroristes se font sauter devant une école, que des enfants sont morts, Ouais. les gens vont perdre la raison. Ils vont faire la chasse à l'arabe. Ah oui, Et donc, tout le monde va se taper dessus. bien sûr. Et vous lui expliquez aussi que les familles juives sont de plus en plus nombreuses à quitter l'Europe, non pas pour convenance personnelle, mais parce qu'ils ont peur. Là, vous êtes interviewé par RTL et vous expliquez qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'une vingtaine de terroristes n'ont rien à voir avec les 800 000 personnes de la communauté musulmane. J'ai été très critiquée pour ces propos. On a une communauté de 7 à 800 000 musulmans en Belgique. Même s'ils sont 500 ou 1000, ça ne fait pas 0,1%. Ouais. En plus, je dis toujours que les Marocains de Belgique sont des bourgeois. Ouais, La situation est vraiment différente avec la France. ouais. Ils sont propriétaires de leurs habitations, ils travaillent, ils ont leur business. C'est eux qui ont prévenu en premier les autorités qu'il y avait des bruits qui couraient, qu'il y avait des jeunes qui voulaient faire des attentats. Ils ont prévenu. Un juif qui défend les musulmans, évidemment, ça déclenche des manifestations de soutien, à commencer par Oussama,
qui vous apporte des pralines de chez Léonidas à l'hôpital quand même. C'est dingo les pralines après un attentat. Grâce à ça, il y aura d'autres portes qui s'ouvriront à Bruxelles, mais surtout à Molenbeek. Et vous découvrez en fait le poteau rose, c'est que rien n'a été fait pour intégrer ces populations. J'ai voulu par moi-même, sans prendre parti, ni pour l'un ni pour l'autre côté, savoir ce qui se passait exactement dans Molenbeek. J'ai compris beaucoup de Ce que vous choses. avez compris, en fait, c'est qu'ils ne vous parlent pas tellement d'islam, tous ces jeunes. Ils vous parlent des poubelles qui ne sont pas vidées, du manque d'espace vert, de la façon dont ils sont considérés. Mais ils vous font pas chier avec le radicalisme islamique. Hein. À aucun moment on n'a Non. parlé d'islam. Eux n'ont pas parlé d'islam. Ouais. Ils ont des rêves. Il y en a qui veulent être photographes, d'autres ingénieurs. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit aussi se regarder dans un miroir. On a voulu cette Europe multiculturelle. Ben, il est peut-être temps d'intégrer les gens et qu'ils se sentent européens. Alors, vous avez finalement revu Hassan, l'électricien qui vous avait aidé, et il vous dit, ça va Valtou? Alors, comment tu te sens chez les bougnoules, mon juif? Nous, on peut se permettre ce genre d'humour. Bien sûr. Il n'y a aucune limite. Bien sûr. Parce qu'on a vécu un moment tellement grave que voilà. Alors maintenant, vous avez une prothèse, comment ça se passe? Bien, continue la rééducation 3 fois par semaine. Vous marchez bien, là, je vous ai vu arriver, ça va, non? Oui, mais enfin, je peux pas encore tout faire. Par exemple. L'amour en levrette. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.